Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Au bord du ring. Et habituellement, depuis que j'ai créé ce podcast, j'ai quand même reçu pas mal d'invités qui avaient beaucoup d'expérience dans le catch ou la lutte. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce que je vais avoir une discussion aujourd'hui avec un invité qui a une carrière assez naissante dans le catch. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est d'avoir différents retours d'expérience et différentes histoires avec différents niveaux d'expérience différents. J'arrête pas de me répéter ici, avec différents niveaux d'expérience, je vais y arriver. Et donc Nathan, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Et merci à toi d'avoir invité. Pas de problème. Et déjà, premièrement, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Parlant d'expérience, tantôt j'ai un match à LE. Ok. Donc je me prépare mentalement. Est-ce que tu as une manière en particulier de te préparer mentalement avant un show ou avant un combat? Honnêtement, non. Vraiment pas. Je dirais au début quand j'ai vraiment commencé l'année dernière, en mai, c'était vraiment. J'étais dans mon coin, puis je pense à mon match. Ouais. Je fais que penser à mon match. Puis avec les matchs que j'ai eus, je suis rendu à peu près à la vingtaine de matchs. Je pense plus nécessairement à mon match, je fais juste le vivre sur le moment. Fait que avant d'arriver à la place, j'y pense pas. Je suis pas. Mon match n'est pas dans ma tête. Ok. Ça me permet de pas stresser à propos du match. Puis. Ouais, c'est ça, ça va bien. Tu vis juste le moment et tu te mets pas vraiment trop de pression inutile avant un combat, quoi, j'imagine. Exact. Ok, ouais. Et je trouve que c'est une belle façon de procéder. Et d'ailleurs, j'ai juste mentionné le fait dans l'intro, j'avais mentionné le fait que tu avais une carrière assez naissante. Et est-ce que tu peux me rappeler et aussi le mentionner pour les personnes qui ne le savent pas, qui vont regarder ce podcast? Ça fait combien de temps, toi, au juste, que tu luttes depuis le premier jour où tu as fait ton premier entraînement? Ça fait tout nouvellement de cette semaine à peu près, ça fait 2 ans. Ok. Ouais, 2 ans, ouais. J'ai commencé en mars il y a 2 ans. Et j'ai appris que j'allais avoir mon premier match l'année dernière. En avance pour le mois de mai. Ok, donc t'as eu ton premier entraînement et ton tout premier combat, tu l'as eu alors 1 an après, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as, j'imagine que oui, mais ton premier combat, justement, on peut faire une parenthèse là-dessus. Est-ce que t'as des bons souvenirs de ton premier combat? Est-ce que t'as des choses en particulier dont tu te souviens à propos de ton combat? Je me rappelle juste que c'était un des combats que la foule était le plus présente. Là. Okay. J'ai sorti, puis waouh! J'ai juste adoré le feeling, puis depuis ce moment-là, quand je sors, puis j'entends pas waouh! Je suis comme, ok, va falloir, ça va être un peu plus compliqué, mais. Ouais, c'est sûr que c'est ça que nous, en tant que catcheur, enfin, je dis catcheur, lutteur, mais voilà, tout le monde voit, je sais qu'on dit lutte ici au Québec, mais c'est parce que j'ai quelques visionneurs européens qui voient le podcast. J'essaye d'utiliser les deux termes, mais bref, c'est vrai que nous, en tant que lutteurs, ce qu'on veut, c'est la réaction, et parfois, ça arrive que des fois, tu as des foules qui sont un peu plus dures à travailler, et que quand tu as moins de réaction qu'une foule qui est facile à travailler, ça peut avoir, des fois tu te dis, ok, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Et d'ailleurs, justement, par rapport aux différents combats que tu as eus dans ta carrière, tu as déjà été confronté, j'imagine, à des foules qui sont un peu plus difficiles à travailler que d'autres. Oui, absolument. Si je peux penser, on va sortir de la parenthèse, on va revenir un peu après. Non, c'est ça. Mais dans ce podcast, on y va un peu à l'impro. On part sur un sujet, puis on revient sur un autre. Ça, c'est. Peu importe. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de podcast.
on y va au feeling. Pas de trouble. Je dirais les foules qui ont été le plus dures à attraper, je dirais, c'est FML puis WTA. C'est deux promotions que quand tu sors, t'as pas nécessairement. Si t'as pas un nom là-bas, les gens vont pas nécessairement comme directement t'applaudir ou quoi que ce soit. Faut que tu y ailles souvent. Là. Encore WTA, ça fait. J'ai lutté là, une couple de fois, là, je dirais un bon 7 à 8 fois, je dirais. Ben, j'ai eu des apparences. Puis quand je sors, c'est dur d'avoir la foule, mais j'arrive à l'avoir dans le ring. Ça, y a pas de problème. Mais l'entrée, c'est quelque chose que c'est dur, puis j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur le match. Ok. Plus au début, là, je portais une grosse attention à la réaction à ma sortie du ring, ma sortie dans l'entrée. Puis, mais j'ai réalisé que ça change pas grand chose parce que si tu travailles bien, ben la foule elle va être derrière toi dans le match. Donc, Ouais, c'est ça quand moi aussi, tu vois, ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter, notamment quand je vais dans une promotion où personne me connaît, ou, par exemple, c'est plutôt arrivé souvent en mes débuts à une fédération, et c'est déjà des choses que j'ai déjà pu entendre d'autres lutteurs aussi, parfois, qu'on échangeait ensemble, parfois. Ben, c'est vrai que quand tu es déjà établi dans une promotion, show après show, ben, les gens ils ont l'habitude de te voir et ils savent quel type de personnage tu es. Donc on va dire c'est plus facile pour eux de soit de t'aimer, soit de te détester en fonction de quel type de personnage tu es. Mais quand il y a un nouveau gars qui arrive sur place, ben là ça peut être un petit peu plus difficile, mais c'est là justement que ben, ça va être l'importance de pouvoir bien travailler en tant que catcheur, de pouvoir avoir des débuts remarqués et de soit savoir se mettre les gens de notre côté ou du côté de notre adversaire si jamais on est méchant. Et c'est ça, des fois, qui peut être un petit peu dur à établir, mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, bah après, ça se passe tout seul. ouais, ben tu sais, justement, j'ai donné l'exemple de FML. Ça dépend aussi de l'endroit à FML, tu sais, c'est pas toujours à la même place. Mais si par exemple je reviens à une place que je suis allé, ben souvent la foule elle va plus être présente que qu'à une place où est-ce que c'est la première fois que je vais. Même si c'est à FML, c'est pas nécessairement les mêmes personnes parce que ça peut changer de cette ville-là à cette ville-là, même si c'est FML. Tu sais. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est ça, le fait de s'adapter à. Ça aussi, c'est déjà des sujets que j'ai pu avoir avec d'autres catcheurs que j'ai eu dans le podcast, de pouvoir s'adapter à un type d'audience en particulièrement. Ça, on appelle ça, excuse-moi, de savoir lire la foule. Ça, c'est une des choses les plus importantes aussi dans le catch. Mais là, je m'égare un petit peu d'un sujet parce que je voulais revenir sur quelque chose que je voulais te demander. Par rapport à ton apprentissage, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une chose qui était vraiment plus compliquée à apprendre que d'autres depuis que tu t'entraînes dans la lutte? je dirais que c'est la communication. La communication dans le ring. Là, ça va bien. J'arrive à bien communiquer autant face que heel. Il n'y a pas de problème. Même aux pratiques, Ouais. tout va beaucoup mieux. Je dirais que c'est une des grandes parties. C'est une des grandes raisons pour laquelle ça peut prendre un petit peu plus qu'un an pour avoir mon premier match parce que j'avais la restriction de barrière de langage. Quand j'ai commencé à m'entraîner à Torture Chamber, je parlais pas nécessairement couramment anglais comme je le fais maintenant. Ah ouais? Ah, je pensais que tu étais bilingue. Ben, aujourd'hui, je le suis. Mais, Ok. mais à l'époque, il y a 2 ans, je commençais à parler un peu plus anglais. Fait
arrivé à Chamber, ça m'a beaucoup aidé à développer mon anglais parce que ce soit avec le coach, que ce soit avec d'autres élèves de Chamber, que ce soit avec des lutteurs en général, il y a beaucoup qui se fait en anglais. Fait que, Ouais, ben c'est vrai que tu mentionnes quelque chose d'intéressant, c'est que l'anglais, et moi-même d'ailleurs non plus, qui n'est pas du tout ma langue natale, moi ma langue natale c'est le français. Mais c'est là que tu te rends compte que dans la lutte, si, bah surtout ici au Québec, enfin Québec ça va parce que c'est quand même francophone, mais après quand tu t'éloignes plus dans le côté anglophone, et que tu veux même lutter un peu partout dans le monde et aux États-Unis ou peu importe, tu es obligé d'apprendre l'anglais. Et c'est quelque chose que je travaille aussi. Maintenant, je suis beaucoup mieux, je m'en sors beaucoup mieux en anglais que mon premier jour ici au Québec, c'était littéralement, mon niveau était nul, mais aujourd'hui ça va, je me débrouille bien et je comprends très bien aussi. D'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder ce podcast, si jamais vous voulez un petit peu vous exporter et sortir un petit peu plus du territoire francophone, que ce soit en Europe ou même ici dans la francophonie au Québec, il va falloir avoir quand même des notions d'anglais pour pouvoir aller au niveau supérieur. Et toi au niveau de ton apprentissage de l'anglais, est-ce que ça a été plutôt facile ou est-ce que tu as eu quand même des difficultés à surmonter ça? non, je dirais que c'était relativement facile. Puis dès que. C'est sûr qu'avec l'expérience, euh, avec les entraînements et tout, j'avais quand même. Je veux dire, l'expérience montait, fait que c'est pas juste la langue. Le fait d'être là depuis un moment, ben, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi pendant les pratiques, puis montrer plus mon personnage, on va dire. Euh, mais l'anglais en tant que tel, ça se développe. Ça se développe par lui-même. Là. J'ai pas trouvé de difficulté, c'est juste qu'il fallait que je le parle plus couramment. Ouais, et en plus, ce qui est avantageux, c'est que les noms de prises qu'on apprend sont en anglais. Oui. Donc déjà, ça facilite beaucoup plus la compréhension quand on doit, quand par exemple l'entraîneur ou quoi dit une prise en anglais, bah après c'est plus facile pour nous de le comprendre dans un combat. Et, euh, et ça aide aussi, quoi. Ça aide vraiment beaucoup. Ça c'est quelque chose. Je m'entraînais avec un des élèves à Chamber. Puis même ailleurs, je faisais des matchs, puis les gens ne parlaient pas nécessairement en anglais, fait qu'ils connaissaient comme un lock-up, ben eux ils appellent ça une clinch. Ah ouais, c'est vrai, une clinch. Puis Ouais. ouais, moi je suis comme, hein? Mais je connais les termes en anglais. Moi, tu vas me dire le terme en anglais, je vais le savoir. Mais tu me dis une clé de bras, je vais pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, je sais c'est quoi, mais je vais pas catcher nécessairement comme sur le coup. Qu'est-ce que c'est, tu sais, va falloir que j'y pense. Fait que. c'est- ça c'est quelque chose que j'ai vu si on lutte avec des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps, puis qui sont principalement en français. Euh, ils vont pas avoir les mêmes termes que nous en anglais. Mais ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici au Québec, parfois, il y a quand même, malgré que c'est francophone, il y a quand même un peu, quand même, il y a pas mal d'anglicisme Mhm. dans certaines choses, que ce soit dans la lutte ou même en dehors de la lutte. Mais quand je prends la comparaison avec l'Europe, tout est en français. Par exemple, nous, une close line, on appelle ça une corde à linge. Tu vois. Ouais. On traduit il y a zéro mot d'anglais. Donc, quand j'ai déménagé ici, oui, il y avait quelques mots que je connaissais évidemment, comme body slam. Ça, on va dire que c'est un mot qui est international. Mais il y avait Pas des mots. comme les moves en général, un spear. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais il y avait d'autres mots, d'autres expressions, enfin d'autres, ouais, prises un peu plus spécifiques qui étaient que j'utilisais pas ou bien que j'utilisais la version française. Et quand je suis arrivé ici, je fais ah ouais, c'est comme ça que ça se dit. Donc bah voilà, maintenant je suis confortable avec tout, avec le n'importe quel type de vocabulaire qu'on peut employer dans la lutte, quoi. Mhm. Et je voulais aussi donc tu m'as dit que c'était la communication un petit peu qui était difficile pour toi au début. Euh, est-ce que
maintenant, quand tu fais un pas en arrière, ou même, on va dire, aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a une chose que tu aimerais améliorer en particulier? Ça peut peut-être relier, ça va peut-être être un petit peu relié avec ce qu'on a dit ici juste précédemment, mais peut-être qu'il y a autre chose que dans le ring, ou peut-être en termes de personnage, ou tout ce qui est relié autour de la lutte, est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aimerais améliorer et mettre peut-être éventuellement en avant? Euh, ça dépend de la situation, mais je dirais l'improvisation dans un match. Ouais, être Pas, capable d'appeler dans le ring, c'est toute une, c'est tout un art, je vais dire ça. Ouais. en heel, c'est plus facile, je dirais. Puis j'ai pas travaillé souvent en heel, j'ai fait un match en heel pour l'instant. Euh, mais c'est plus facile de parler de call directement dans le ring, comme tu sais, si tu dis à ton adversaire avant, ok, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, je vais te le call si je le place. Puis c'est ce que j'ai fait, puis tout s'est super bien passé, puis on a pu garder quand même les spots prédéfinis qu'on avait. Puis euh, je trouve que la communication en tant que heel, en improvisation, est plus facile qu'en face, parce qu'en face, tu peux plus ou moins. En face, de toute façon, tu suis le heel. Ouais, Fait, ouais. fait que tu peux plus ou moins faire, ok, je place un spot là. Tu sais, c'est plus le heel qui va faire, ok, explose, hein, tape la corde, puis je te Ouais, casse. c'est beaucoup le heel qui va, on va dire, dicter le rythme du match, parce que c'est lui, pendant la phase de hit, qui va avoir un petit peu le dessus, et qui va aussi pouvoir mieux gérer le temps, surtout quand on a un temps à respecter. Et Hmm. qu'est-ce que je devais dire? Ouais. Euh, donc toi, t'as fait majoritairement face et très peu Ouais, heal. ouais, j'ai fait un match en heel, puis c'était tag team. Ok, ok, Donc, ok. Est-ce que t'as pu quand même, bah, évidemment, oui, il y a une différence entre les deux, mais oui. est-ce que je veux dire, est-ce que t'as pu ressentir une préférence, malgré le fait que tu n'as eu qu'un seul match en heal entre les deux, entre heal et face, quoi? Euh, ben là c'est sûr que j'ai. Excuse. euh, mes idoles de lutte, ça a toujours été comme des tweeners ou des heels. Fait que des Randy Orton, des Seth Rollins, euh, ces noms-là. Puis en ce moment, c'est Kevin Owens, Drew McIntyre, c'est tous des gens que ben, sont pas face. T'sais, clairement, Drew McIntyre et Kevin Owens le sont pas. Mais tu penses à Seth Rollins, Randy Orton, sont pas nécessairement gentils, mais sont appréciés. Ouais, Ben, ça a toujours été mes inspirations. Fait que quand j'ai commencé à Chavez, je voulais absolument être un heel, mais comme Drew dit, pour ceux qui ne savent pas, Drew Onyx, le trainer à Torture Chamber, euh, si tu es un bon face, tu vas être un excellent heel. ouais, Parce que tu sais qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis ça, je l'ai vu quand j'ai fait mon match. Ben, j'ai pas revu encore mon match, mais je l'ai senti. Je savais qu'est-ce qui allait faire en sorte que les gens allaient me détester. Puis en général, ben, je sais qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont m'apprécier. Fait que c'est facile de jouer avec la foule, avec l'expérience de face que j'ai. Même si c'était mon tout premier match de Heels, j'ai trouvé ça vraiment. J'ai trouvé ça intéressant, je dirais. Pour répondre à la question, j'aime, j'aime, j'aime énormément être un heel. ouais, c'est vrai que moi personnellement, j'aime beaucoup aussi être heel. Mais après, il faut être, pour être un bon lutteur, il faut être capable de pouvoir faire les deux. Ça, c'est Absolument. parce que j'ai déjà pu entendre de personnes qui ne faisaient juste uniquement l'un ou l'autre. C'est bien parce que enfin, dans un sens, ça peut être bien parce que tu vas vraiment te perfectionner dans un côté, mais après l'autre côté, il va être négligé et tu vas pas pouvoir vraiment être bon dans ce côté-là. Donc, idéalement, il faut vraiment être bon. Enfin, il y en a toujours un des deux, heel ou face, on va être meilleur que l'autre,
Mais ou après, il y a même aussi des excellents catcheurs qui sont bons dans les deux. Mais idéalement, il faut être capable de pouvoir faire les deux, surtout si jamais on arrive dans une nouvelle promotion, on fait ses débuts dans une promotion pour la première fois, et si le promoteur nous pose la question, ou plutôt heel ou face, moi je vais lui dire, c'est toi qui décides en fonction, on va dire, de ton booking et de la direction que tu as envie, on va dire dans les plans que tu as envie de me mettre, parce que ben, je dois être capable de faire les deux. Donc ça, c'est vraiment super important. Et Ouais. on a mentionné juste avant aussi le fait que tu m'avais dit que tu avais des inspirations. Est-ce que les inspirations que tu as aujourd'hui sont toujours les mêmes inspirations que tu avais auparavant, que ce soit au début que tu as commencé la lutte, ou voire même avant que juste que Oui. tu regardais à la télé et que tu avais certaines personnes qui t'inspiraient, et maintenant, depuis que tu luttes, est-ce que c'est toujours les mêmes, ou bien est-ce que tu en as des nouvelles inspirations? Ben, c'est principalement les mêmes, mais je dirais qu'avec le temps, ben, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Ben, tu sais, mettons, il y a, je sais pas, je veux dire, il y a 5 ans, avant même que j'arrive à Chandler, euh, ben, tu sais, j'avais les mêmes noms, mais par exemple, Cody Rhodes, il n'était pas de retour à la WWE encore. Fait que moi, Cody Rhodes, je le connaissais pas. J'ai commencé à écouter la WWE en 2017, puis c'est la seule lutte que j'écoute. Fait que oui, j'ai connu Stardust, mais j'ai pas connu Cody Rhodes. Ok, ouais. Moi, quand j'ai su que Stardust c'était Cody Rhodes, j'ai fait comme non. Mais non, c'est ça notre champion. Ah, Mais ça arrive des erreurs de carrière. Mais bah, attends, je dis non, mais je dis ça, mais ça paraît un peu rude de ma part, mais techniquement c'est pas de sa faute, c'est l'office derrière, c'est le booking que les scripteurs lui donnaient au final, parce que lui-même, je pense pas qu'il était ravi de jouer ce rôle-là de Stardust. Et je pense qu'il l'avait mentionné dans dans quelques interviews que c'était pas le meilleur run de sa carrière, quoi. non, absolument pas. Mais ouais, bon, mais c'est à peu près les mêmes noms. Tu sais, aujourd'hui, mettons, Carmelo Hayes, ben, Ouais. il y a 3 4 ans, mais il était même pas là. Fait que, c'est sûr, il y a il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées que j'ai pas eu l'occasion. Ou des personnes qui sont revenues, puis j'ai pas eu l'occasion de les voir avant, ou des nouvelles personnes qui sont arrivées, fait qu'ils pouvaient pas être dans mes favoris s'ils étaient pas là. Mais les mêmes noms sont là, comme AJ Styles, Randy Orton, Seth Rollins, Finn Balor, Roman Reigns. C'est des noms que je suis depuis que j'ai commencé à écouter la lutte. Fait que si eux sont pas sur la carte, non, j'écoute pas. Ça m'intéresse pas. Mais sinon, tu sais, des nouveaux, comme nouveaux, Cody Rhodes, LA Knight, yeah. Il y a plein d'autres noms, mais je dirais mes grosses inspirations, Randy Orton, Seth Rollins, AJ Styles. C'est des gens que, peu importe qu'ils soient face ou heel, les gens vont les apprécier quand même. Ouais. C'est à peu près les mêmes inspirations que j'ai toujours eues. Mais quand j'ai commencé vraiment, avant d'avoir vraiment commencé à écouter la lutte, j'en avais juste un, puis c'était John Cena. Oh, c'est une bonne inspiration. Ouais. Mais plus aujourd'hui. D'ailleurs, et les inspirations que tu as, est-ce que tu t'en inspires aujourd'hui dans ta façon de lutter, ou alors peut-être dans ta façon de te comporter dans un ring, que ce soit avec les gens, avec l'audience, ou par rapport face à tes adversaires? Est-ce qu'il y a certains éléments que tu mets aujourd'hui dans ton personnage, ou bien dans ta façon de lutter, des personnes qui t'ont inspiré? Dans ma façon de lutter, totalement. C'est sûr que quand on choisit son moveset, on y va d'après nos préférences. Puis moi, relativement un grand fan de Seth Rollins. Le curb stomp, je le fais. Le sling blade, je le fais. Dropkick, il y en a beaucoup qui en font, mais je le fais. Des super kicks de temps en temps. Dropkick, on va dire que c'est universel, t'es pardonné pour ça, c'est bon. C'est comme dire un coup de poing ou juste un kick. Fait que, mais non, j'ai une grande partie de mon moveset
qui vient de Seth Rollins. Sinon, j'ai pas vraiment les autres noms qui pourraient venir en tête pour le reste de mon moveset, pour être honnête. Principalement Seth Rollins. Puis mon personnage, comment j'agis, ça c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Excuse. C'est quelque chose que je dis à tout le monde. Je joue pas vraiment un personnage, je reste moi, puis dépendamment que je suis un heel ou un face, je vais juste plus pencher vers mes attributs. Mettons en heel, je vais être beaucoup plus cocky. Tu sais, que je sois moi dans la vie de tous les jours, je peux être extrêmement cocky, comme je peux être super gentil. Fait c'est pour ça que j'ai jamais eu comme un moyen de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment être dans la lutte. T'sais. On dit souvent les faces dans la vraie vie, les gentilles personnes dans la vraie vie sont la plupart du temps des fous heels. Ils sont des heels, ouais, c'est ça. Puis ceux qui sont genre qui sortent, mettons, des blagues comme que tu n'aurais même pas pu penser qu'ils pourraient sortir, c'est des gros faces, comme ils s'insultent, non, mais c'est des plus gros faces. Comme, moi, j'ai même pas pu trouver qu'est-ce que j'ai parce que je fais les deux. Je peux être super gentil, aucun problème, fait que je peux être un super bon heel, mais je vais te sortir quelque chose de nulle part, tu vas faire comme quoi? Et qui fait que on peut pas savoir qu'est-ce que je suis dans la lutte. Non, mais je trouve ça intéressant de prendre quelques éléments de notre personnalité, de comment on est dans la vraie vie pour les mettre dans la lutte. Et c'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec ça, de quand même garder une petite partie de nous-mêmes dans nos personnages dans la lutte, dans nos personnages dans la lutte, pour qu'on garde quand même un minimum de naturel. Mais après, voilà, il faut pas être 100% nous-mêmes parce que sinon on va pas pouvoir être ce personnage. Après, il faut augmenter, on va dire, j'avais l'expression, je me souviens plus, c'est garder une partie de nous-mêmes, mais version exagérée, voilà, c'est ça. Et tout en ayant ça et en gardant des inspirations qu'on a. Donc tu parlais du fait que tu t'inspirais de Seth Rollins et d'autres lutteurs. Faire un mélange de tout ça, je pense qu'après ça peut nous amener à créer le type de personnage qu'on a envie d'être dans le ring. Oui, absolument. Puis, là, je prends encore l'exemple de Seth Rollins. Malheureusement, étant donné que quand on regarde des lutteurs qui sont établis, on peut se dire ça marcherait super bien, ou j'aimerais ça faire ça, mais il l'a déjà. Tu sais, comme mettons, je prends l'exemple du durée de Seth Rollins. Si quelqu'un commence à rire comme Seth Rollins, c'est fini, ça marchera pas parce que Seth Rollins le fait déjà. Puis je connais personne d'autre qui fait ça. Ou n'importe quoi, comme juste un taunt, Randy Orton sur les cordes. Il y a des gens qui peuvent penser que je vais m'inspirer de ça, mais ou juste complètement le prendre du lutteur, mais ça marche pas nécessairement tout le temps. Quand c'est la marque de commerce du lutteur, puis tu fais pas juste t'en inspirer, mais tu le voles, je sais pas si il faut pas tomber non plus dans du copier-coller, quoi, des personnes qu'on s'inspire, et garder notre propre personnalité et d'innover, on va dire, d'innover pour notre personnage. Il faut pas, la pire des choses à faire, c'est de faire du copier-coller. Et d'ailleurs, c'est une anecdote que je vais partager ici dans ce podcast, mais c'est quelque chose, c'est l'une des premières erreurs que je faisais au début de ma carrière. Avant d'avoir ce personnage Björk, j'avais un autre personnage en gros c'était un peu une copie conforme de Randy Orton. J'étais un gros fanboy de Randy Orton, et maintenant quand je fais, et je le suis toujours d'ailleurs, mais plus dans le ring, je ne le copie plus dans le ring. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, en faisant un pas en arrière et en faisant un peu une rétrospective de ma carrière au début de ma carrière et aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, de dire
tu peux avoir des inspirations, tu peux, tu peux ajouter quelques éléments de quelqu'un qui t'inspire, mais il faut toujours garder une part de naturel et aussi une part de personnalité propre à toi que tu ne vas pas vraiment voler à quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Et ouais. Ah, excuse-moi, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, je dis absolument. Ah, ok. Je suis d'accord. Et en termes de objectifs, ou toi ici en ce moment, est-ce que tu as des objectifs en particulier ou des ambitions en particulier, des choses que tu aimerais accomplir dans... On est quoi? On est en 2025 ici, peut-être cette année, et je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à cette question, mais t'as pas besoin d'être précis à 100% non plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment des objectifs en particulier que tu aimerais accomplir cette année et éventuellement même dans les années qui vont suivre? Ben, je vais pas dire la fameuse réponse gagner un titre, des trucs comme ça, mais C'est pas, c'est pas une mauvaise réponse. ouais, j'apprécierais pour les bocaux qui me regardent. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, on va dire. C'est parce que les objectifs et les ambitions sont propres à chacun, quoi. Je dirais lutter au plus de places possible. Sortir du Québec. Déjà, j'ai parlé avec Gain, Ok. Gain Harrison. Il m'a dit que tu l'accompagnais Exactement. pour le séminaire. Ouais, Moi aussi. ouais. Je viens avec vous. Je sais pas si tu l'avais dit. On va voyager ensemble, alors, c'est ça? Yes. Parfait. Ouais, il y a un séminaire au moment où j'enregistre ce podcast, dans 2 semaines pour les personnes que ça intéresse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de curieux. Un séminaire de Gabe Sapolsky, qui est un recruteur de la WWE, au nord des États-Unis. Donc on va y aller avec Yane d'ailleurs, que j'ai déjà pu avoir comme invité, que j'ai déjà pu interviewer, avoir une discussion avec lui dans ce podcast. On va partir ensemble là-bas et voir un petit peu, on va essayer de se montrer, d'essayer de se faire repérer par les producteurs de la WWE et aussi essayer d'en apprendre plus, parce que c'est sûr qu'on va avoir, que ça va vraiment être une montagne de savoir qu'on va apprendre là-bas. Donc je pense que ça va être un week-end très intéressant. Mais voilà, on va retourner sur toi, parce que je viens de monopoliser la parole, vas-y. Non, il n'y a pas de trouble. Mais juste ça, justement, aller au séminaire d'un top recruteur de la WWE, c'est quelque chose que je m'imaginais pas à faire il y a un mois, en 2025. Ouais. Je veux dire... Surtout pour toi, ça va vraiment, pas uniquement pour toi, mais pour nous aussi, pour moi et Yane et tout le monde, ça va être super bénéfique, parce que le fait d'apprendre, d'avoir des conseils aussi précieux de personnes aussi hautes dans le business, en étant, toi, tu es encore vraiment super jeune en plus, ça va vraiment pouvoir t'aider à mettre ces conseils-là vraiment à exécution, et ça va vraiment te sauver du temps en termes d'apprentissage et en termes de choses qu'il faut faire dans ce business, quoi. Ouais. Puis tout ce qu'on sur la page du site, il nous dit, c'est écrit qu'est-ce qu'ils vont apprendre, fait, comme corriger les mauvaises habitudes dans le ring, le footwork, donner des tips, des astuces pour les promos. Tout ça, c'est des choses que tu sois expérimenté ou pas, ça va te bénéficier dans ta carrière de lutte. Puis là, je parle au-dessus, mais je parle généralement n'importe qui pourrait aller là-bas. Moi, je suis vraiment content d'y aller. Mon portefeuille, moins, mais je suis vraiment content d'y aller. Disons il faut voir ça comme un bon investissement. C'est sûr que oui. C'est assez dispendieux, c'est assez cher, mais c'est un bon investissement, parce que ce soit pour toi ou pour les personnes qui vont regarder ce podcast, qui rêvent d'aller à la WWE, ça te met un pied dans la porte. Tu peux pas avoir mieux. Voilà, c'est
tu vas avoir directement un feedback de quelqu'un qui travaille d'un recruteur de la WWE. Donc tu peux pas espérer mieux en termes de conseils parce que cette personne-là va te dire qu'est-ce que la WWE recherche. Et ça, je pense pour moi que c'est vraiment une mine d'or, quoi. Puis après, tu travailles sur ce que la WWE recherche, tu le perfectionnes du mieux que tu peux, puis ça te permet d'aller là beaucoup plus rapidement que si tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'ils recherchent. C'est comme quand tu vas avoir un autre emploi, n'importe quoi, puis ils disent pas ce qu'ils ont besoin, mais ils disent que tu peux pas y aller. Ouais, c'est difficile de savoir dans ce cas-là. Mais au moins, en allant là-bas, tu sais exactement ce que tu as besoin pour y aller. Ouais, je pense que je suis d'ailleurs convaincu que ça va être un week-end très instructif et très productif. D'ailleurs, je pense avoir fait le tour sur tout un petit peu les sujets dont je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Si jamais il y a une autre chose que tu as envie de rajouter, n'hésite pas, juste avant que je partage tes réseaux sociaux. D'ailleurs, tant qu'à faire, tu peux le faire en même temps. Comme ça, je mettrai tout dans la description après la diffusion. Parfait. Je suis pas beaucoup sur YouTube, mais vous pouvez me trouver Nathan Hope sur YouTube. Marquez Nathan Hope lutte. Puis vous risquez de voir des matchs de moi, que ce soit de d'autres promotions ou de moi qui va poster. J'ai pas encore posté de match, fait que j'ai quelques shorts, mais ça s'en vient. J'ai pas eu le temps énormément de le faire, mais Nathan Hope sur YouTube, puis sur Instagram, nathanhope.tc. Je poste des petits clips de mes matchs, puis je publie où est-ce que je m'en vais dans les prochaines semaines. À chaque fin de mois, je publie le mois qui s'en vient. Là, ce mois-ci, mois de mars, je m'en vais à 4 places. Aujourd'hui, ALE. Semaine prochaine, pre-show à MWC à Montréal. Le 15 et le 16 mars, New Hampshire. Et le 22 mars, FNL. Donc ça a l'air d'être un mois assez complet pour toi. T'as quelque chose toutes les fins de semaine. Excuse-moi. Oui. Donc je vais faire en sorte de mettre tout ça dans la description. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toi d'avoir partagé cette discussion avec moi aujourd'hui. Évidemment, pour toutes les personnes qui vont regarder ce podcast, je vous encourage à aller faire visiter son profil, tous ses réseaux sociaux pour l'encourager. Je vais y arriver. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié le podcast que je vous ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends, oui, avant, vas-y. Je voulais juste finir la parenthèse sur mon premier match. Il y a une idée qui est revenue. Vas-y. Yes. Je dirais la chose que je referais, c'est prendre mon temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, prendre mon temps. Je venais de faire mon chien, puis je suis directement allé au prochain spot. Il aurait fallu que je prenne la foule avec moi. Exact. Puis ça m'aurait évité d'être pendant cette partie-là du match. Je m'en vais pour un Irish Whip. Je suis là. Puis mon bump, j'ai de la misère à le prendre. Après ça, je me suis relevé, ça a bien été. Mais plus prendre mon temps, puis ça, pour n'importe qui regarde, prenez votre temps. C'est le meilleur astuce que n'importe qui peut avoir. C'est mieux de prendre son temps puis de bien faire les choses que de vouloir aller trop vite puis botcher. Ça c'est une erreur que beaucoup de jeunes lutteurs font et que j'ai fait aussi moi dans le passé. C'est le fait de trop se dépêcher, de pas savourer le moment, de pas prendre le temps de communiquer avec la foule. Et en plus, en termes de cardio et de souffle, quand t'arrêtes pas sans arrêt, après t'es essoufflé, quoi, t'arrives plus. Tu fais ton truc, boum, prends une pause, respire et profite avec les gens et puis hop, tu peux repartir directement et continuer dans le combat. Mais c'est vrai que ça, c'est un conseil très pertinent.
Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pu remarquer aussi pour les jeunes débutants et même parfois pour les lutteurs un peu plus avancés. Mais ça, c'est un conseil qui va parfaitement clôturer ce podcast, quoi. Yes. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Même dans la vie, prenez votre temps. Toujours. Donc voilà, Merci encore. Hein? Ouais, Merci écoute, encore pour pas de problème à toi, ça a été un plaisir de discuter avec toi de différents sujets par rapport à la lutte. Et je vais refaire une nouvelle fois ma nouvelle conclusion. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo.